Bon, صباح الخير الناس الكل. مرحبا بكم dans la troisième séance de l'enseignement relation d'aide enseignement à distance. Bon, اليوم on va voir les habilités majeures de la relation d'aide. Bon, on va commencer par une petite introduction. On va énumérer les habilités. Donc nous avons l'acceptation inconditionnelle, le respect chaleureux, la compréhension empathique, l'authenticité ou la congruence, et enfin la confrontation. Ce sont les habilités qu'on va voir aujourd'hui. Ben, c'est que les habilités à utiliser des techniques de communication sont inutiles si elles ne sont pas sous-entendues par des attitudes profondément acquises et intégrées par les dons. C'est-à-dire, si ce que je viens de dire, ou si les techniques ou les habilités qu'on va énoncer ne sont pas acquises et intégrées par les dons, sa communication est inutile. Il ne suffit pas de connaître ces habilités, il faut les intégrer. Maintenant, ça devient acquise pour vous. Ça, c'est important, ok? Donc, si vous voulez aider quelqu'un, vous allez dire, je sais, là, le respect, je sais, je sais, je sais. C'est pas ça, non? Il faut que ces habitudes deviennent des attitudes profondément acquises et intégrées par les dons. Bon, une attitude, c'est quoi? C'est une prédisposition à penser, sentir, percevoir et agir d'une certaine manière qui se traduit par une conduite adoptée, un comportement, une façon d'être. C'est une attitude. Ça devient un comportement. Morph. Sans la présence de certaines attitudes, la relation d'aide ne pourrait pas être. 5 de ces habiletés sont essentielles et qu'on va voir aujourd'hui. L'acceptation inconditionnelle, le respect chaleureux, la compréhension empathique ou l'empathie, l'authenticité ou la congruence, et enfin la confrontation. L'acceptation inconditionnelle, déjà vous connaissez le terme accepter, et inconditionnel, c'est-à-dire sans condition. Donc si on veut aider quelqu'un, on doit pouvoir l'accepter sans condition. Bon, cette attitude est basée sur le respect, le non-jugement et la considération positive. Ici, vous allez voir quelque chose, c'est que la, 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 la majorité des habilités de la relation d'aide sont interreliées. C'est-à-dire, on ne peut pas faire l'une sans faire l'autre. Okay? On ne peut pas avoir de l'acceptation sans avoir du respect. On ne peut pas avoir de l'acceptation tout en ayant des préjugés et ne pas avoir de considération pour le malade. Donc, elles sont en quelque sorte interreliées et ils vont ensemble. Donc, cette attitude est portée par un sentiment de respect, d'ouverture à l'expérience de l'autre, à sa souffrance et à sa manière d'être sans exigence de changement. Nous, au départ, on n'exige rien du malade. On écoute son histoire, hein, et on essaye d'aider sans exigence. Moi, personnellement, j'ai beaucoup travaillé avec les toxicomanes. Avant d'acquérir les habilités, on avait tendance à vouloir changer le malade. Et on a été confronté au refus du malade. Donc on a commencé par écouter le malade et à l'accepter pour finalement pouvoir l'aider à changer s'il a envie de changer. Donc l'acceptation conditionnelle, inconditionnelle, al-qaboul al-ghayr mashrout. C'est la première condition pour une relation d'aide. Cette acceptation, l'aidante, la soignante, l'infirmière, l'infirmier, reconnaît l'aider dans toute sa dignité et consent, accepte, c'est-à-dire à s'en occuper de manière active et chaleureuse. Il y a une ambiguïté, on va l'expliquer. D'un côté, nous acceptons la personne sans condition. Et d'un autre côté, nous formulons pour lui des objectifs d'évolution, c'est-à-dire des objectifs de changement.
Mais c'est seulement à partir du moment où nous acceptons la personne qu'elle est prête à changer. Donc, au fait, nous, on n'exige rien, ok. Mais en quelque sorte, on va formuler des objectifs avec le malade qui vont entraîner une évolution ou un changement. Mais ce n'est pas un changement forcé. C'est en quelque sorte négocier avec le malade. Par exemple, je vous donne un exemple. Nous avons un diabétique, ok, indiscipliné, qui ne respecte pas le régime, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va formuler des objectifs avec lui, mais qui vont l'obliger à changer. S'il veut aller mieux, il doit changer. Mais c'est pas forcé. Vous voyez la différence là. Ok. Mais on continue. Maintenant, on va parler du respect chaleureux. Le respect est un fou. Ok. احترام chaleureux. Le respect froid. Vous pouvez être respectable avec quelqu'un, mais vous êtes froid. Votre attitude est froide. Et dans les féminines, احترام بارد, sans chaleur. Bon, le respect chaleureux, c'est l'attitude qui reconnaît que le patient est unique dans sa façon d'être au monde et que cette façon est digne d'intérêt, mérite reconnaissance, ihtiram, et valorisation par-dessus tout. Donc on doit accepter le malade, on doit le respecter dans sa façon d'être. Ça, c'est très important. Donc, vous voyez, on a l'impression que respect chaleureux et acceptation euh, se répètent. Non, elles se complètent. Ok. Déjà, on doit avoir l'acceptation pour pouvoir démontrer du respect. L'aidant doit être persuadé, convaincu, mortarin, que quelle que soit la situation actuelle physique et morale de l'aider, l'aider est un être humain à part entière digne de respect. L'exemple que j'ai donné, moi j'étais confronté à des toxicomanes, ce sont des gens qui ont fait des choses terribles dans leur vie, qui ont perdu de leur argent, qui ont fait des choses immorales, etc., etc. Mais si je veux l'aider, je dois l'accepter et le respecter en tant qu'être humain. C'est quelqu'un qui a des ressources personnelles et pourra les utiliser pour faire ses choix, trouver sa solution et s'adapter à sa situation. Donc, toujours on retourne au principe de l'aide, c'est d'aider le malade, de découvrir qu'il a des ressources, souvent ignorées ou non utilisées, et c'est à lui de les utiliser pour pouvoir résoudre son problème. Donc nous, on fait de l'accompagnement. Vous n'êtes pas la mère du malade, on ne fait pas du maternisme. Qu'est-ce que va faire le spécialiste auprès du malade? Et bien sûr, il va reprendre confiance en lui, reconnaître, mobiliser ses ressources, effectuer ses choix de vie. Donc souvent, par exemple, je reprends toujours l'exemple du toxicomane, Moodman. C'est quelqu'un qui est rejeté par la société, méprisé, etc. Mais en tant que soignant, vous lui donnez un sens de dignité, un sens carrément. Donc, reprendre confiance en lui et pouvoir effectuer des choix dans sa vie. En relation d'aide, le respect n'est pas simple, réserve, froide et distante. Quelqu'un qui est distant, froid, il est respectueux, mais il est distant et froid. C'est une infirmière qui porte, pardon, c'est une attitude qui porte l'infirmière vers le patient et qui se manifeste par la chaleur des échanges établis en eux. C'est très important qu'il y ait cette forme de chaleur humaine qui va aider beaucoup dans la relation d'aide. Quatrième habilité, c'est la compréhension empathique, c'est l'empathie. Oh, vous avez certainement beaucoup, on a beaucoup parlé, du moins pour les groupes que j'ai eus dans l'enseignement de la relation d'aide, on a beaucoup parlé de l'empathie, et c'est-à-dire démontrer au malade qu'on ressent sa souffrance.
Et ici, on a des images très explicatives de la différence qu'il y a entre sympathie, compassion et empathie. OK? Donc, on a la première image, celle de gauche. Quelqu'un, on a l'exemple, comme si quelqu'un est dans un puits et on saute pour le secourir. OK? Ça, c'est de la sympathie. C'est quelqu'un que vous aimez bien et tout ça. Donc, vous vous jetez à la mer même s'il faut pour le sauver. Le deuxième image montre courage, je suis avec toi, mon pauvre. Donc ici, c'est de la compassion, c'est de la pitié. Voilà, lui, il est dans le sang-puits et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une chaise et vous dites, Wallah, miskin, Wallah, il est le pauvre, etc. La troisième image, donc, quelqu'un, il est dans un puits. Donc, je ne me jette pas pour le sauver. Je ne m'assieds pas au bord en se lamentant. Donc, je lui donne un fil pour l'aider. Donc ça, c'est l'empathie. L'empathie, on va comprendre le malade pour pouvoir l'aider. Mais on va pas s'asseoir à côté du malade en pleurant avec lui. Ça c'est pas de compassion. Et en plus, le malade n'est pas votre ami et votre parent. Notre relation avec le malade n'est pas sympathique, elle est empathique. Parce que déjà, la sympathie, ça veut dire l'extrême, c'est l'empathie. Nous, on n'est pas là ni pour aimer, ni pour rejeter le malade. On est là pour le soigner. Donc, la compréhension empathique est un sentiment profond de compréhension de l'aidant qui saisit la difficulté de l'aider comme si elle pénétrait dans son univers, si elle se mettait à sa place, réaliser ce qu'il vit, comment il le vit, lui apporter le confort dont il a besoin. Donc, c'est comme si on entre à l'intérieur du malade pour mieux le connaître, pour mieux l'aider. Elle perçoit son vécu, mais sans vivre en elle-même les émotions. Donc nous, c'est vrai, on connaît la souffrance du malade, mais on ne va pas souffrir avec le malade. L'empathie est la capacité de se mettre à la place de l'autre, de se représenter ce qu'il peut ressentir dans sa situation. Et ça, c'est très important parce que si vous avez une attitude empathique, le malade va la ressentir et va vous faire confiance. La compréhension de l'intérieur d'une réalité humaine, de voir avec les yeux de l'autre, entendre avec ses oreilles, sentir avec son cœur. Cela exclut tout jugement, toute référence à nos propres normes sociales ou morales. Bien sûr, si je veux aller à l'intérieur du malade, voir comment il vit, je dois mettre à côté mes jugements et mes propres références aux normes sociales ou morales. Il est aussi nécessaire d'être disponible sur le plan émotif comme sur le plan intellectuel. Pour montrer de l'empathie, il faut être vraiment avec le malade. Okay? On est disponible. La disponibilité, ça se voit sur notre visage, sur notre corps, sur notre voix aussi. Ça, c'est très important. Mais il faut aussi comprendre, c'est important de comprendre que le message conceptuel et affectif de l'autre n'est pas suffisant. Ressentir le malade seulement, c'est pas suffisant, mais l'aider a besoin de savoir qu'il a été compris. Au fait, pour avoir réellement une attitude empathique, il faut ressentir, comprendre et communiquer. Donc, on ne s'arrête pas au niveau de ressentir. Voilà, je ressens ce qu'il ressent. Je dois ressentir, comprendre exactement ses émotions et pouvoir communiquer sur cette base. Bon, qu'est-ce que va faire la compréhension empathique auprès du patient? En premier lieu, il va savoir qu'il est important, que les dons s'intéressent à lui. Il va s'exprimer davantage ce qu'il ressent. Ça, c'est important parce qu'il y a une sorte d'ouverture. Donc ça, c'est très important.
de participer à l'effort de clarification de sa situation. Souvent, les malades qui ont une grande souffrance refusent de parler. C'est à nous, par notre attitude empathique, qu'on va en quelque sorte créer une ouverture pour que le malade puisse s'exprimer et surtout clarifier sa situation. Bien sûr, on rappelle toujours que dans l'attitude empathique, il faut éviter de tomber dans la sympathie. Déjà, le terme sympathie signifie souffrir avec. Alors que l'empathie est plutôt aller vers. Aller vers. Je ne vais pas souffrir avec le malade. Je vais aller vers le malade, le comprendre et l'aider. Enfin, une dernière habilité, c'est l'authenticité ou la congruence. Bon, l'authenticité, être authentique, c'est être vrai. C'est ne pas mettre des masques. Donc les dents restent spontanées et ouvertes, ne cherchent pas à présenter une façade artificielle ou à se montrer experte de la vie de l'autre. Euh, ça risque des situations que vous allez rencontrer en stage. Par exemple, un malade pense que vous êtes un médecin, un infirmier, alors que vous êtes un jeune stagiaire, première année sciences infirmières. Donc, ne faites pas croire au malade que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Si on vous demande qu'est-ce que vous faites, vous dites simplement que vous êtes étudiant en première année sciences infirmières. Ok. Donc, ne soyez pas artificiel, soyez spontané et ouvert. Si on vous pose une question, en toute simplicité, vous pouvez dire que vous ne savez pas. C'est simple. Je ne sais pas. Et on peut exprimer ce qu'on ressent aussi. Donc, il faut être vrai. Donc, on va reprendre l'expression de l'authenticité. Elle va permettre aux patients d'avoir confiance en l'aidant, faire preuve lui-même d'authenticité. En fait, l'authenticité est un état d'accord interne entre ce que l'aidant est réellement et ce qu'il communique. Donc, ce que vous dites et ce que vous êtes à l'intérieur sont compatibles. Cet état d'accord interne ne peut exister sans une connaissance de soi. Donc, lui-même, l'aidant ne peut être authentique que s'il a une connaissance de soi. Si lui, il ne se connaît pas, il ne connaît pas ses défauts, etc., il ne peut pas être authentique. Être vrai demande d'être conscient de ses perceptions, de ses sentiments et émotions et de les accepter. D'être soi-même aussi bien dans sa communication verbale que non verbale. Ça, c'est fondamental. Okay? Pour que vous puissiez aider les autres, vous devez avoir une connaissance de soi. Avoir connaissance de vos émotions et perceptions. C'est la seule manière de pouvoir aider les autres. On va finir par la confrontation. Bon, la confrontation, bon, en arabe, ça veut dire al-muwajaha, mais la confrontation n'est pas agressive, elle est douce. Okay? Donc, c'est une manière de faire dans la relation avec l'idée qui, sans agressivité ni négativisme, l'amène à prendre conscience de ses agissements et de l'irréalisme de ses propos, de ses actions et de la distance qui existe entre ses paroles et son agir, ce qu'il fait et les objectifs de vie qu'il se donne. Et d'ailleurs, par exemple, la confrontation en amont à par exemple, les diabétiques. Voilà, diabétique, un diabétique, normalement, un hémoglobine glyquée 9. On s'est mis d'accord qu'à la prochaine session, son, son hémoglobine glyquée va baisser jusqu'à 8. Mais on est choqué parce que le malade, par contre, il a augmenté, les aides. Okay? Donc, là, chez le malade, il y a une contradiction entre les promesses qu'il a faites, hein, et ses actions. C'est-à-dire, il n'a pas respecté son régime, il n'a pas fait ses activités physiques et tout ça.
qu'est-ce qu'on fait? On lui met la main sur l'épaule, on dit ça va pas, c'est pas grave. Non, non, non. Ici, on doit le confronter, ok? Prendre conscience qu'il est en contradiction avec ses propos et ses actions, ok? Et de fait, ses objectifs de vie ne sont pas réalisés. Très simple. La confrontation, là, on ne veut pas dire l'agressivité. Ça veut dire, voilà, tu as promis ça et tu as fait ça. Tu as promis ça et tu as fait ça. Donc, c'est pour aider le malade à reconnaître ses erreurs et à les corriger. Donc, c'est l'attitude de l'aidant qui va signaler à l'aider les contradictions existant entre ce qu'ils sont, ce qu'il vit et ce qu'il fait aider. Ça c'est fondamental. D'accord? Ces contradictions, en fait, sont souvent la source des problèmes. Parce que si un malade ne respecte pas un programme et on ne le confronte pas, bon, ces problèmes ne vont pas se résoudre. Bon, en fait, confronter l'aider va lui permettre de mieux comprendre ce qu'il est, quelles sont ses forces et ses faiblesses. Ça, c'est important, de mettre en valeur ses forces, mais aussi ses faiblesses. Quel changement de comportement lui serait utile? Donc, ici, on va l'orienter différemment pour qu'il se sente mieux. Si la confrontation, pardon, si la confrontation est indispensable à la notion d'aide, elle est cependant à utiliser avec prudence et délicatesse. Ces deux mots sont très importants. Prudence et délicatesse, pour ne pas blesser et provoquer des réactions de défense. On ne doit pas blâmer le malade, ou aller le culpabiliser, oh vous êtes nul. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Au contraire, ça va bloquer le patient et il ne va pas avancer du tout. Bien sûr, cette habilité doit être enracinée dans l'acceptation, le respect, l'empathie et la volonté d'aider. Une dernière conclusion, nous pouvons faire beaucoup de choses sans matériel, sans moyens extraordinaires. Mais seulement avec ce que nous sommes et ce que nous possédons d'habilité relationnelle. Lorsque vous faites de la relation d'aide, vous n'avez pas de matériel, vous n'avez pas de seringue, vous n'avez rien. Vous avez vous-même.